Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Bonjour tout le monde. Hello everybody. We're supposed to do it in English, but we have only French speaker on stage, and I would like to know how many French people do we have in this room? Raise your hand if you're French and if you speak French. Okay, thank you. Raise your hand if you speak English. Okay, 3 of you. If you don't mind, since we have translation right here, maybe we could do it in French. Do you agree with that? Or you want to make a revolution? We know how to do that in France. Yeah. Super. Donc on va, voilà, c'était l'organisation nous a proposé cette table ronde qui devait être en anglais normalement. On nous a dit si vraiment il y a beaucoup de Français dans la salle, faites-la en français. Et c'est donc ce qu'on va faire. Mais vous pourrez poser vos questions en anglais. You can ask your question in English if you want. On va parler du corridor France-Inde. Alors que la croissance de l'Inde s'accélère, que les routes commerciales traditionnelles font face à une pression croissante. La carte des échanges mondiaux est en train d'être redessinée. Ça n'a échappé à tout le monde qu'il y a une guerre au Moyen-Orient. Et on va en parler dans le cadre de ce thème. On a donc des nouveaux corridors qui s'installent, des infrastructures portuaires, des partenariats industriels qui se mettent en place. Et on va parler de cet équilibre logistique qui émerge, qui était déjà là, mais qui se structure encore plus entre l'Europe et l'Indo-Pacifique. Et alors avec moi, j'ai 4 stars dans leur domaine. Je suis très contente qu'on soit ici sur la grande scène pour parler de ce sujet tellement important. Je vais les laisser se présenter, puis après c'est à vous que je vais poser des questions, la salle. On va faire un petit sondage. Mais je commence. Carole Bermond. Bonjour à tous, donc je suis Carole Bermond de chez Seva Logistique. Je suis en charge de l'Europe sur la partie Air and Ocean, donc tout ce qui concerne le transport international sensiblement. L'Europe étant l'axe fort, le gros pilier de cette Air and Ocean chez Seva, qui appartient à CMA-CGM. Merci beaucoup. Ambre Youm. Bonjour à tous, Ambre Youm, je suis conseillère spéciale et diplomatique de Gérard Mestralet, que vous connaissez certainement dans ses anciennes fonctions de PDG de GDF Suez et Engie, et qui est actuellement envoyé spécial du président de la République pour le corridor IMEC, Inde, Moyen-Orient, Europe, sur lequel nous travaillons ensemble. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Amal Louis, directrice de développement du Grand Port Maritime de Marseille-Fos. Voilà, et anciennement chef de ligne dans des compagnies maritimes avec une 20aine d'expérience. Merci beaucoup. Olivia. Bonjour à tous, je m'appelle Olivia Calvet-Soubiran. J'interviens aujourd'hui avec une double casquette. Je suis la secrétaire générale du Business Club France-Inde Marseille-Provence, donc comme son nom l'indique, qui est basé à Marseille. Donc comme on va parler probablement pas mal de Marseille aujourd'hui. Je suis là pour ça et je suis également la directrice générale d'une société de conseil indienne. La société est en Inde, mais moi je dirige la filiale en France et notre spécialité c'est d'aider les PME françaises à s'implanter en Inde. Merci pour ce premier tour de table. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par vous, la salle. Bien sûr, vous aurez l'occasion de poser vos questions un peu plus tard, mais je voudrais bien savoir, et ça nous intrigue, de savoir qui est dans la salle. Alors, si vous avez une société ou une filiale qui vend en Inde ou qui est déjà installée en Inde, si vous avez des relations déjà très fortes avec l'Inde, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Raise your hand if you have if you are sitting in India or if you have a subsidiary in India. Raise your hand. 1, 2, 3. Ah ouais, pas beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient justement peut-être ouvrir une boîte en Inde ou avoir des relations commerciales avec l'Inde? Levez la main. OK. Merci. Est-ce qu'au contraire, on a des gens qui viennent d'Inde et qui ont envie de s'installer en France? OK. Je ne sais pas s'il faut en conclure. Je vous laisse. Il y a encore des progrès à faire. OK. Alors moi je vous propose qu'on commence avec Ambre et Youm, à qui j'ai demandé de poser les bases de l'IMEC, ce fameux corridor France-Inde. Et pour nous aider, on s'est dit qu'une carte géographique c'était bien quand même, Ambre, hein. Tout à fait, on va commencer par une vision globale, mais tout d'abord je suis ravie de participer à ce panel.
aux côtés de collègues et de partenaires qui sont basés à Marseille. Et Marseille est l'un des piliers vraiment de la stratégie française pour l'IMEC. Et le titre de cette session qui parle du corridor, effectivement, France-Inde, c'est un raccourci. Mais c'est vrai qu'on parle souvent du corridor Marseille-Bombay, puisqu'on voit sur cette carte d'ailleurs que ce sont les deux extrémités. Alors, très brièvement, pour déjà dessiner les grandes lignes de ce corridor, il est composé de 3 segments. Une première partie maritime, donc reliant l'Inde à la péninsule arabique. Une deuxième partie principalement terrestre, composée d'une voie ferrée qui traverse l'Arabie Saoudite, la Jordanie, pour arriver jusqu'au port d'Haïfa ou éventuellement d'autres ports de cette zone. Et un troisième segment qui est encore maritime et qui vient irriguer différents ports de Méditerranée. Et donc la France soutient effectivement les atouts de Marseille, qui est un hub logistique multidimensionnel, et je pense qu'Amal, lui, le précisera, et qui est aussi le 6e hub numérique au monde. On ne le sait pas assez. Donc, dans la partie sectorielle de l'IMEC, il y a justement 3 grands secteurs d'activité. Pour la partie logistique, comme je l'ai dit, il y a toute la partie maritime, le shipping et bien sûr le transport ferroviaire. Il y a un volet aussi donc connectivité numérique qui comprend des data centers et des câbles de connectivité sous-marin comme les grands projets que sont Medusa ou Blue Raman. Et vous avez un volet énergétique, c'est aussi un projet de connectivité énergétique, notamment à travers des réseaux plutôt d'énergie décarbonée. Donc on parle à la fois d'interconnexion interrégionale électrique ou de flux d'hydrogène décarboné. Donc voilà pour la partie, je dirais, factuelle. Il me semble tout de même important de revenir sur le contexte dans lequel ce concept et ce projet a été lancé. C'est en 2023, en marge du sommet du G20 à New Delhi. Et 2023, c'est aussi un contexte dans lequel la vision de l'IMEC, elle s'inscrit dans 3 objectifs géostratégiques assez importants. Le premier, c'est de diversifier, et on était déjà dans cette logique-là, il y avait eu plusieurs crises, et notamment en 2021, le blocage du canal de Suez, de diversifier les chaînes de valeur et d'approvisionnement mondial en créant une nouvelle route, et une route qui est complémentaire. Et on n'est vraiment pas dans l'idée qu'on va venir capter des flux soit qui n'existaient pas ou une logique de compétition. On est dans cette logique de complémentarité. Deuxième objectif, c'était de renforcer le partenariat avec ces 2 grandes autres régions, donc les pays du Golfe et bien sûr l'Inde, et on y reviendra. Le partenariat franco-indien, il est aussi au cœur de ce projet. Et la troisième dimension, qui est tout de même géopolitique et extrêmement sensible, dans le contexte de 2023, on parlait notamment des accords d'Abraham, de la dynamique de normalisation donc entre les pays arabes et Israël. Et ce projet incarnait précisément un réseau d'infrastructures qui passait par le port de Haïfa. Donc on était en septembre 2023 et quelques semaines plus tard, vous avez eu bien sûr l'attaque du 7 octobre et le début de la guerre à Gaza qui a complètement changé le paysage géopolitique et les dynamiques bien sûr régionales. Toujours est-il que IMEC, c'est un projet de long terme. C'est vraiment une vision stratégique autour des enjeux de connectivité, autour desquels les 8 pays signataires travaillent. Alors, je vais repréciser les pays signataires. Donc, vous avez donc l'Inde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, la Commission européenne, plus parmi les États membres, la France, l'Italie et l'Allemagne, ainsi que les États-Unis qui n'apparaissent pas sur la carte, mais qui sont l'un des grands promoteurs de cette vision stratégique de connectivité. Et 2 autres pays qui étaient mentionnés aussi sur ce MOU, sur ce protocole d'entente, qui sont Israël et la Jordanie, comme point de passage. Et très vite, il est apparu que des pays qui sont sur la route sont bien sûr pertinents et doivent être intégrés. On pensait déjà depuis 2 ans au fait que Oman devait absolument faire partie de cette vision. Et au fur et à mesure, un certain nombre de pays ont fait part de leur intérêt ou de leur mécontentement. C'était au début la vision de l'Égypte qui a vu le projet comme un contournement du canal de Suez, ce qui n'était pas du tout l'intention. En termes de volume, il n'y a quasiment aucun réseau complémentaire qui pourra faire l'équivalent et traiter l'équivalent du volume du canal de Suez. Et ça a été vraiment l'une de nos premières missions diplomatiques, c'était vraiment d'engager avec les autorités égyptiennes. Et on a très vite travaillé sur cette notion de réseau, et non plus de corridor, mais de réseau avec plusieurs points d'entrée et de sortie, et donc plusieurs ports et options possibles.
Donc là, on voit que la carte s'est densifiée, je peux la commenter. Mais cette vision de réseau, en fait, elle est d'autant plus stratégique dans le contexte actuel de bouleversement et de blocage des chaînes de valeur qu'on voit, en particulier au Moyen-Orient. Pour plusieurs raisons. Donc, quand on est bien sûr sur la partie indienne, il y a plusieurs ports. Le port de Mundra qui est opéré par le groupe Adani. Vous avez des ports publics indiens, Mumbai, Vadhavan qui a été présenté à l'occasion de la venue du Premier ministre Modi à Marseille l'année dernière comme l'un des grands hubs, futurs hubs pour l'IMEC. Et puis dès qu'on arrive sur la partie golfique, effectivement, si on intègre de nouvelles options que les ports, par exemple, de Dubaï et d'Abu Dhabi, en intégrant Fujairah et Sohar, voire Duqm ou d'autres ports omanais, on a tout de suite la possibilité de relier via effectivement l'extension du réseau ferroviaire une route qui offre un contournement aux deux choke points que sont le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Donc ça, on comprend qu'on est au cœur d'un sujet névralgique aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'IMEC reste pleinement pertinent dans le contexte actuel. D'accord. Est-ce que vous voulez en dire plus sur le contexte actuel, sur la guerre au Moyen-Orient? Autant mettre les pieds dans le plat tout de suite. Carole, oui. Alors oui, c'est extrêmement pertinent de justement chanter les deux détroits qui posent problème en ce moment. C'est vrai que le projet part de loin et n'était pas extrêmement connu des professionnels et des chargeurs, mais il trouve de la pertinence. C'est sûr que si on évite Hormuz, on évite Bab el-Mandeb pour le moment, c'est très intéressant. Donc c'est sûr que l'option de passer par Oman, que ce soit Khorfakkan, Fujairah, devient vraiment extrêmement intéressant et des risques. Toute cette supply chain où on le voit pour l'ensemble des clients qu'on soutient a un impact immédiat majeur et ce manque de visibilité sur la supply chain. Oui. Ce que je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate auprès de nos clients, c'est que la situation géopolitique au niveau mondial, elle amène les clients à chercher d'autres routes. Quoi qu'il en soit, donc ils sont obligés de repenser leur schéma logistique. Donc ça se passe à la fois en France et ailleurs. Et je pense que cette solution justement qui est posée, elle va nous permettre, en tout cas, de tirer un peu notre épingle du jeu en France. Pour nous, pour le port de Marseille aussi, le fait d'être en bout de chaîne et une porte d'entrée vers l'Europe, ça permettra de jouer un rôle stratégique dans cette logique-là. Olivia? Oui, ce que je trouve important Bien le micro sur le menton. Ce que je trouve important, c'est que ce corridor, bon, Carole a dit, ça commence vraiment à être connu auprès des entreprises et ça renforce en fait la relation Inde, France et évidemment certains pays d'Europe et puis ceux qui se sont ajoutés dans le MOU. Mais oui, c'est important. La situation politique, on l'espère, va finir par s'améliorer et surtout, ça remet en avant sur des secteurs qui sont très très importants où on est bon, ce qu'il y a à faire en Inde. Voilà. Est-ce que, Ambre, ce corridor, il réduit notre dépendance aux routes chinoises? Est-ce qu'il a été aussi pensé comme ça? Alors c'est vrai qu'on peut lire cette analyse dans certaines études. Il a pu être vu, ça a pu être une motivation notamment des États-Unis qui sont partie prenante, voire effectivement aussi de l'Inde qui a une rivalité, comme on le sait aussi, avec la Chine. Mais ce n'est pas forcément l'argument et la motivation qu'on met en avant. Déjà, dans la philosophie de l'IMEC, on n'est pas du tout dans la même dynamique que les routes de la soie. Pour la bonne et simple raison que la plupart des investissements et du développement d'infrastructures qui est nécessaire sur cette route dépendent des États eux-mêmes, et en particulier des États qui ont la capacité. Quand on regarde cette route, il y a un certain nombre d'infrastructures qui existent déjà. Certains ports, par exemple, doivent être renforcés pour augmenter, par exemple, leur volume de traitement ou améliorer leur temps de transbordement. Mais vraiment, le tronçon qu'il y a à construire, c'est la partie ferroviaire en Arabie Saoudite. Et ça dépend aussi des Saoudiens. Le deuxième point, c'est que dans les bénéfices de l'IMEC, l'objectif, c'est de maximiser l'impact positif socio-économique. C'est que ça serve à tous les points d'interconnexion. C'est aussi l'intérêt pour l'écosystème marseillais, mais c'est le cas dans toutes les zones, que ça soit générateur d'opportunités pour les secteurs d'activité qui sont concernés, les entreprises, que ça crée des emplois. Et je crois que là, on est quand même dans une approche complètement différente des routes de la soie. Au niveau de la logistique, Carole Bermond, ce corridor France...
alors faut pas que je dise corridor, ce réseau France-Inde, il a dû changer des choses. Pour vous, qu'est-ce que vous observez, vous, comme flux, et puis quelles sont les attentes aussi des clients en matière de fiabilité, en matière de délai sur cet axe? Vous avez quelle vision sur ce réseau? Alors, ça arrive doublement au bon moment. Il y a l'impact effectivement de la guerre en Iran, mais aussi on a en parallèle ces accords de libre-échange qui sont en train d'être validés entre l'Union européenne et l'Inde, qui vont permettre d'avoir une source plus importante en Inde que ce qu'elle l'est pour l'instant. On sait que l'Inde était historiquement assez protectionniste en termes de droits de douane. Juste pour refixer un peu le contexte, les échanges, si on regarde juste la France et l'Inde, dans le sens de la France vers l'Inde, qu'est-ce qu'on exporte en Inde? On exporte des produits à forte valeur, c'est beaucoup d'aéronautique. Vous donnez une idée à peu près, l'aéronautique sur l'Inde en avion civil, c'est à peu près 800 avions. Et j'avais une discussion avec Airbus ce matin qui prévoit le triplement de cette flotte d'avions d'ici 2035, donc à très court terme. Donc ça va être une augmentation de ce besoin de supply chain aérienne. Ce sont des avions militaires, c'est à peu près 2000 aéronefs militaires. Et on sait que c'est un enjeu fort avec la situation de l'Inde d'arriver à sourcer ces produits et tout ce qui est lié à la défense. Et vous le savez, la France a des rapports historiques avec l'Inde. On connaît les contrats de Rafale qui ont été signés récemment. Donc c'est fiabiliser cette supply chain sur ces produits à haute valeur qui sont de la France vers l'Inde. On a aussi beaucoup de cosmétiques, de luxe, où on a des trades historiques. Et le game changer, c'est l'automobile. On a des droits de douane extrêmement élevés sur les véhicules finis entre l'Union européenne et l'Inde, qui sont de l'ordre de 110% à peu près. Avec ces nouveaux accords, une fois qu'ils seront ratifiés par l'Union européenne, on va baisser à 10%. Ça fait que pour l'instant, on expédie beaucoup de pièces détachées et les chaînes de montage, assemblage sont en Inde, essentiellement liées à ces impacts de droits de douane locaux. Ça va permettre d'ouvrir le marché avec des droits de douane à 10% sur des véhicules finis. Et ça, c'est un axe de développement qui est intéressant. Donc pour revenir à ce qu'on abordait, c'est fiabiliser cette chaîne de transport. On voit que quand ça fonctionne bien, Marseille, Navacheva en maritime par le canal de Suez, c'est facile. Ça l'est beaucoup moins actuellement puisqu'on est obligé de faire le tour par le cadre de Bonne-Espérance. Donc c'est fiabiliser ces approvisionnements sur des chaînes extrêmement tendues, extrêmement complexes, avec forte valeur ajoutée. Et dans l'autre sens, si on parle de l'Inde vers la France, ce sont des produits manufacturés, c'est de l'habillement, c'est beaucoup de médicaments génériques, avec, on sait, ces enjeux justement de stock de sécurité sur tout ce qui est médicaments, qui sont des enjeux forts, on l'a vu pendant le Covid. Donc la fiabilisation de ces axes de transport de cette supply chain est absolument clé. Et l'IMEC arrive juste à point nommé dans cet environnement qui est complexe et perturbé. Oui, je souscris complètement. Donc, la signature de l'accord de libre-échange en janvier 2026, donc entre l'Union européenne et l'Inde, conforte complètement cette vision et la rationalité géoéconomique derrière cette vision du corridor qui vise à accompagner la croissance des flux commerciaux prévus entre ces deux zones. C'est aussi important de dire que justement l'IMEC s'inscrit dans la stratégie qu'on appelle Global Gateway de connectivité justement de la Commission européenne, pour renforcer les partenariats avec les autres régions du monde, que ce soit la partie arabique ou indienne. Et pour la partie la plus concrète sur les échanges douaniers, donc on travaille à différents niveaux. Il y a un angle diplomatique, il y a aussi des groupes de travail techniques. Et l'objectif, quand on parle d'intégration régionale, c'est aussi de trouver des formats et des schémas où il y a une facilitation des échanges. Donc c'est vraiment un enjeu au cœur de l'IMEC et de la concertation entre les pays qui sont signataires, et le secteur privé va aussi être directement impliqué pour que ce soit une plateforme vraiment de facilitation des échanges entre tous les acteurs économiques. Je crois qu'il y a un secteur aussi qui va être mis en avant dans les deux sens, c'est l'hydrogène. Ça, c'est important. Après, par rapport à ce qui était dit, oui, l'accord de libre-échange, évidemment, va améliorer... pour nous, va réduire les barrières douanières. Il y a l'alcool aussi, que tu n'as pas cité, Carole, qui est important. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le Make with India, donc faire avec l'Inde, pas faire en Inde. Et là, sans désindustrialiser la France, il y a
des choses à faire qui se font déjà. Et entre autres, dans ce qu'a dit Carole, l'aéronautique beaucoup, le luxe, le prêt-à-porter et toutes les industries manufacturières où là, on fait de l'assemblage, donc on garde la propriété intellectuelle ici et on mélange les talents français et indiens. Et je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Et les sociétés qui se développent là-bas, de toutes les tailles, au début, il faut de la patience, mais au bout du compte, elles sont contentes. Et alors, le Grand Port de Marseille joue déjà et continuera de jouer le rôle de hub de ce corridor. Enfin, c'est vraiment, vous êtes la pièce maîtresse de ce corridor France-Inde. Corridor, oui, effectivement, nous, on l'appelle corridor parce que c'est exactement la vision qu'on en a. Donc, le port de Marseille, pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, donc je vais en dire quand même un mot. C'est un port qui est basé en Méditerranée, au sud de la France, qui est un port international connecté à plus de 500 pays, plus de 60 lignes directes avec les plus grands armateurs qui touchent les bassins de Fos. Donc, on est sur 2 bassins, l'Est et l'Ouest, qui sont 2 bassins complémentaires, mais au-delà des lignes maritimes, au-delà de la flotte, au-delà du rôle du port qui joue en recevant tous ces gros navires, nous sommes d'abord une plateforme logistique, industrielle et énergétique. Donc on a toute une industrie qui a été créée dans les années 70 à Fos-sur-Mer et qui est en train de se renouveler. Qui est en train de se transformer complètement avec la révolution de la transition énergétique. Donc on a un certain nombre de sujets et de projets d'implantation assez ambitieux, assez structurants. Et donc, évidemment, qui parle de plateforme, parle de flux, mais parle aussi d'Interland. Donc on a une Interland qui est assez large au départ de Marseille avec plusieurs connexions. On peut le dire de façon très décomplexée, on est la porte d'entrée de l'Europe par le sud. Alors, je sais qu'il y a d'autres ports méditerranéens qui sont aussi importants, mais c'est des ports de transbordement. Nous, on est un port de marché, donc tout ce qui arrive à Marseille, c'est transporté vers la France, c'est transporté vers l'Europe. On a des connexions ferroviaires, fluviales à travers l'axe Rhône-Saône, qui est quand même pour nous aussi un corridor de continuité des différents corridors. Alors aujourd'hui, on parle de l'IMEC parce que c'est le sujet, mais le port de Marseille, on travaille sur plusieurs autres corridors internationaux parce que pour nous, le nerf, enfin, si je peux me permettre l'expression, le nerf de la guerre se passe sur l'Interland. C'est là où les choses se passent, c'est là où la marchandise va partir, c'est là où les clients vont recevoir leur flux. Et donc, on a une continuité des atouts qui sont naturels, qui sont la géographie, mais aussi des atouts d'infrastructure et une transformation qui est en marche et qui est assez dynamique et qui va à la fois dans le sens de développement des trafics, mais aussi dans le sens de l'ouverture vers le monde. Voilà. Et l'IMEC, justement, pour se concentrer sur l'IMEC, ça a changé quoi pour le Grand Port de Marseille? Vous avez des partenariats avec l'Inde. Enfin, qu'est-ce que ça change pour vous? L'IMEC, pour nous, c'est un corridor qui est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la majorité des pays qui sont dans ce corridor, on a déjà des échanges depuis des années. Donc, moi, je trouve que le corridor de l'IMEC, il va structurer ces échanges. Parce que, comme l'a expliqué Ambre tout à l'heure, au-delà des flux maritimes, il y a des flux énergétiques, il y a des flux numériques, il y a des flux ferroviaires. Et donc, et nous, on va se baser sur toute cette infrastructure qui existe déjà. C'est une infrastructure qui existe, que nous sommes en train de développer, que nous sommes en train de transformer pour pouvoir être prêts à recevoir des flux et des marchandises de tous ces pays. En tout cas, pour être prêts au développement qui va se passer dans le cadre de ce corridor. Donc voilà. Nous, je dirais c'est un corridor qui va structurer ce qui existe déjà, voilà, et ce qui est déjà en marche depuis quelques années. Mais pour nous, c'est un corridor, un booster, certainement, un booster. C'est un accélérateur sur tous les domaines, que ce soit au niveau énergétique, au niveau ferroviaire, mais aussi au niveau maritime. Et on compte bien. Alors,
bien sûr, comme vous dites, est-ce qu'on a fait des accords avec les partenaires indiens? Bien sûr, on est présent en Inde. Nous avons signé 2 MOU, c'était il y a à peu près un mois. C'est Memorandum of Understanding. C'est deux accords partenariaux. Je suis désolée, mais des fois, l'anglicisme prend le dessus. Donc, en fait, on a signé des accords de partenariat dans le cadre du déplacement du président de la République avec 2 ports indiens qui sont le port de Mumbai et le port de Mundra. Le port de Mundra qui appartient à un opérateur privé qui est Adani Group, qui est un des plus grands conglomérats indiens assez importants, et qui ont plusieurs activités, notamment dans la logistique, dans l'énergie, dans les terminaux. Et ces 2 accords de partenariat sont très structurants sur des sujets vraiment spécifiques qui sont liés à l'énergie, qui sont liés à la digitalisation, qui sont liés au développement des trafics, et surtout qui sont liés à l'industrie. D'ailleurs, avec Ambre, la semaine dernière, on était dans un webinaire que le port de Marseille a organisé en partenariat avec les équipes de M. Mestrallet pour faire rencontrer l'écosystème indien avec l'écosystème marseillais. Et donc, nous avons eu 4 grands projets ambitieux qui sont les projets Gravity. C'est des projets qui sont à la fois dans la production d'acier vert, mais aussi dans la production de e-fuels et qui vont s'implanter sur le port de Marseille. Et donc il y a eu un pitch de ces 4 industriels devant l'écosystème indien. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant le webinaire en lui-même, c'est la suite. Donc on a eu une continuité dans les discussions et un vrai intérêt de la part à la fois des industriels dans l'écosystème marseillais, mais aussi l'écosystème indien. Alors, je vais me tourner vers Olivia Calvet-Soubeyran pour parler business. J'ai demandé à Olivia de mettre sa casquette business, puisque Olivia, vous connaissez très très bien l'Inde. Oui, alors ça fait 20 ans que je suis dans l'écosystème. Donc, c'est ce que j'ai dit. Enfin, on accompagne principalement, d'ailleurs c'est valable aussi dans le cadre des 2 entités, le club à Marseille et le cabinet indien pour lequel je suis basée en France, à Paris et à Marseille, parce qu'on a des bureaux aussi. Clairement, le nombre de PME, alors je vais volontairement pas trop m'arrêter sur les grands groupes, parce que les grands groupes, ils ont des moyens, donc ils sont en Inde depuis longtemps. Ce qui est intéressant, alors attends, il faut que je passe sur ma présentation, donc je fais comme ça, voilà. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de PME qui vont en Inde. Alors, nous, on a fait ça au moment de ce petit guide, si je puis dire. Je vous ai mis que 3-4 slides qu'on a préparé aussi à l'occasion du déplacement du président Macron en Inde en février dernier. Il y a eu un sommet de l'intelligence artificielle où il était invité d'honneur. Et encore une fois, pour mettre en avant les PME, on lui a fait passer ce guide. Alors, donc, juste 2-3 grands mots sur l'Inde. Donc, un pays énorme, 1,4 milliard, une population jeune aussi. Et on dit déjà que la frange d'habitants qui peut acheter, que ce soit sur le plan individuel ou aussi sur le plan des entreprises, c'est 200 millions d'habitants. Donc c'est beaucoup. C'est un réservoir de talents. Ils sortent 1,5 million d'ingénieurs chaque année. Donc c'est énorme. Et ils sont ingénieurs à la fois sur le plan de l'industrie, évidemment sur les technologies de l'information, puisqu'on dit qu'il y a des villes, et l'Inde, toute une partie de l'Inde, c'est une deuxième Silicon Valley. Ils progressent aussi en termes de production même. Donc ça, c'est important de le noter. Et évidemment, ce qu'on a dit précédemment, l'arrivée de l'accord de libre-échange est aussi positif. Alors, voilà, je vous ai pris 1 ou 2 exemples. Donc, le guide, il a été fait sur la base d'interviews de 20 entreprises qu'on a choisies au hasard, qui représentent plusieurs secteurs. Et donc là, c'est une société dans le ferroviaire, entre autres,
et qui, dans les choses qu'il a dites dans son portrait, il a dit que oui, la technicité française et le côté opérationnel des ingénieurs indiens, ça fait qu'ils travaillent ensemble sur des projets complexes et c'est positif pour les deux pays. Et aussi, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'Inde ensuite réexporte dans le monde entier. Donc on a pas mal de sociétés aussi qui font des hubs de production, mais pour resservir ensuite le monde entier. Alors c'est la globalisation, mais c'est important que nous aussi, les Français, on profite de ce pays pour ça. Emmanuel m'avait demandé de réfléchir ce que font ou ne font pas les SME, les PME en Inde. C'est quoi les difficultés? Alors, on dit toujours que c'est compliqué de travailler avec l'Inde. Moi, je trouve que depuis 5 ou 6 ans, c'est pas si compliqué que ça. On peut créer une entreprise en 3 mois. Ce qui peut ralentir un peu le process, c'est l'ouverture du compte en banque, parce que quand la société envoie des capitaux, comme il vérifie le blanchiment d'argent, ça peut prendre 15 jours pour obtenir l'autorisation de faire le transfert de capital. Mais globalement, la technicité, la fiscalité, les freins juridiques dont on parle parfois, non. La plupart des entreprises qui se font accompagner par des cabinets de conseil, indiens ou franco-indiens, et ça se passe bien. Tout est informatisé. Donc il faut juste être vigilant, parce que dès que vous ratez quelque chose dans la réglementation, en général, on se fait rattraper. Mais encore une fois, c'est pas plus compliqué que l'administration française. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des comparaisons, parce qu'on sait que c'est compliqué. Et la patience, pour finir. Oui, je crois que Carole, lui, il trouve ça un peu complexe quand même. Hein. Alors, oui, pour avoir beaucoup de retours d'expérience aussi depuis une trentaine d'années avec l'Inde, il y a des complexités locales, et ça, il faut en tenir compte. C'est vrai que la complexité administrative, vous l'évoquiez, ça progresse, je suis d'accord, ça se digitalise de plus en plus, mais c'est pas un pays extrêmement simple administrativement, ça on le sait. Les infrastructures, c'est un des vrais sujets indiens. Parallèlement à la Chine qui s'est développée très vite sur le réseau routier. Le réseau routier en Inde, c'est encore un sujet, même s'il y a des gros investissements qui sont faits. Et il est très hétérogène. C'est vrai que les alentours des grandes villes sont maintenant plutôt bien desservis, même si c'est vrai qu'il y a énormément d'embouteillages. Et c'est un vrai gros travail. Le sujet sont les infrastructures portuaires qu'on évoquait. Et c'est vrai que le travail qui a été fait en 10 ans, on voit à peu près, Nhava Sheva, le temps de traitement, de déchargement d'un bateau était à peu près autour de 90 heures il y a une dizaine d'années. Il est passé à 48 heures en 10 ans. Donc on voit qu'il y a un vrai travail d'automatisation, de synergie au sein de ces ports et ces infrastructures. Mais il ne faut pas sous-estimer ces difficultés à l'installation sur place. Ouais. Mais c'est extrêmement intéressant, je pense, en alternative de sourcing à la Chine, clairement. Oui, alors il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en Chine, qui sont détournées un peu de la Chine, en particulier après le Covid. Il y a c'était compliqué en Chine, qui sont venues en Inde, alors qu'elles étaient déjà et qui ont commencé aussi depuis la France à accélérer leurs échanges avec l'Inde. Après, oui, les infrastructures, les routes. C'est encore un peu chaotique, si je puis dire. Une des raisons, c'est qu'en général, il y a des manifestations des gens qui sont dans l'agriculture, ce qui est énorme, un secteur énorme en Inde, parce qu'ils ne veulent pas que les routes passent à travers leurs champs. Mais il y a quand même, c'est compensé par le développement ferroviaire, qui est très important. Et ils construisent l'équivalent de TGV. Et d'ailleurs, nous, les entreprises françaises, on est Sistra et d'autres, on est bien sur ce sujet. Après, en complément de ce que tu as dit, je dirais que oui, il faut de la patience, parce qu'il y a quand même une notion du temps qui est un peu décalée par rapport à la nôtre. Et donc, eux, ils sont très résilients. Et de toute façon, ils pensent qu'ils vont y arriver. Et c'est pas grave, ça prend un petit peu de temps. Alors ça, c'est une des choses qui est beaucoup revenue dans les portraits qu'on a faits. L'idée étant qu'à travers ces portraits, ils donnent des conseils aux autres entreprises qui envisagent d'aller en Inde ou de faire des affaires en Inde. Et oui, ça c'est vrai, il faut être un peu patient. Donc il faut bien cadrer son business plan, parce que sinon, au départ, vous faites peut-être pas d'affaires avant
J'aime bien Je parce que dirais 2 ans. Olivia, pendant que vous parlez, j'ai les 3 autres qui sont en train de rire, sourire jusqu'aux oreilles. On sent que ça sent l'expérience, mais la notion du temps, elle est très culturelle. Et c'est important. Et vous avez raison, Olivia, d'insister là-dessus. Alors, ils prennent leur temps, mais inversement, quand on arrive aux dates limites, alors là, parfois les Français sont désespérés, ils disent bon, alors ça va jamais marcher, on va pas y arriver. Et alors là, dans les 3 jours qui précèdent, ils sont capables de faire des miracles. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, Le fameux miracle indien. ben voilà, moi pour finir, juste Oui. sur les slides, j'ai mis des témoignages, quelques témoignages, enfin j'en ai plusieurs pages, mais c'est pas l'intérêt ici. On n'a pas parlé de la transformation digitale, ou peut-être pas assez. Je pense que c'est important de parler de ça, parce que clairement, ils deviennent un hub compétitif avec les États-Unis. On le retrouve où, ce guide, Olivia? Je ne sais pas si on a les... Enfin, il est sur notre site, sinon... Le site de UJA? Le site de UJA, Ok. sinon je ne sais pas si on aura les mails ou je ne sais pas, enfin comment ça marche. Mais Ouais, ils peuvent venir voir sur le site de UJA. ouais, c'est à parfait. la fin il y a même un Très truc, je ne bien. sais pas si le QR code marche, mais il y a un QR code, on peut accéder au portrait. Alors, moi, je voudrais donner la parole au public. Il y a un micro qui va circuler. Est-ce que vous avez des questions? Do you have questions? Est-ce que vous avez des témoignages à apporter? Madame, devant. Juste devant. Levez la main pour que le jeune homme vous voie. Je vous laisse vous présenter, madame. You can ask your question in English if you prefer. Non, en français, ça ira très bien. Je suis Christine Gilgui, je suis du MOSI, rédactrice en chef du MOSI. Concernant l'IMEC, il me semble que la France était un des pays les plus actifs, engagés, qui a désigné son envoyé spécial. Qu'en est-il des autres pays? Est-ce qu'ils ont désigné leur staff? Est-ce que voilà, ça s'est amélioré depuis l'an dernier? Merci. Tout à fait, merci pour cette question. Effectivement, la France a été le premier pays à désigner un envoyé spécial et à jouer un rôle moteur. On peut d'ailleurs globalement dire que les pays les plus actifs ont été, au cours des dernières années, l'Inde et la France. On a eu une accélération à compter de l'année dernière. Sous l'impulsion d'ailleurs de la France, on avait fait tout un travail diplomatique de fond d'ailleurs avec Gérard Mestralet pour identifier les points de contact de haut niveau dans chaque pays. Enfin, il faut dire que c'est un réseau qui est assez asymétrique. Ce n'est pas forcément géré par le ministère des Affaires étrangères dans chaque pays. Ça dépend, ça peut être le ministère des Transports, des Investissements, de l'Énergie, des conseillers à la sécurité nationale. Et donc, en mai 2025, on a organisé la première réunion virtuelle depuis Paris avec tous ces points de contact de haut niveau pour tous les pays signataires. Et donc ça a été le début de la structuration de la gouvernance de l'IMEC. Il y a une première réunion formelle qui a eu lieu par la suite en août 2025 à New Delhi. Une deuxième à Bruxelles en marge du Forum Global Gateway, donc qui était en octobre. Et la dernière avait lieu la semaine dernière. On était à Trieste où l'Italie avait organisé un forum dédié à l'IMEC, qui était à la fois un forum ministériel sous le patronage d'Antonio Tajani, qui est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et ce steering committee, entre guillemets, de l'IMEC. Alors, il faut quand même savoir que ça reste compliqué pour l'Arabie Saoudite de participer officiellement, donc on est toujours dans un format qu'on appelle 8-1. Donc dans la dimension politique, et tant que le contexte, je dirais, géopolitique reste assez compliqué, voilà, on a quand même ce défi de structuration de la gouvernance, mais l'idée c'est d'avoir un niveau ministériel, le niveau donc, des Sherpas politiques à l'instar de Gérard Mestralet, et les groupes de travail techniques dont je parlais. Donc il existe un groupe de travail sur les études de faisabilité et la coordination générale qui est coordonnée par l'Inde et la France, un groupe de travail sur la connectivité numérique, un sur le transport de marchandises qui traite aussi des enjeux douaniers, un sur le financement des infrastructures. Et donc là, effectivement, vous avez des task force avec tous les pays signataires qui sont en train de se lancer depuis plusieurs mois. Voilà. Amal, vous vouliez rebondir? Oui, je voudrais rebondir sur ça en disant que nous, au niveau opérationnel, parce que le port de Marseille, on est vraiment dans la partie opérationnelle, on essaye déjà depuis quelques temps, avec tous ces pays qui sont inscrits dans le cadre du corridor, d'avoir des accords de partenariat. Nous avions signé il y a 2 ans déjà avec les ports saoudiens, Mawani, un accord de partenariat sur différents sujets liés à la digitalisation, l'énergie, un certain nombre de sujets en tout cas qui concernent le développement des corridors. Et on essaye de travailler sur la création d'un club des ports de l'IMEC,
qui va nous permettre un peu de structurer aussi opérationnellement les choses. C'est-à-dire qu'on parle de concret, on met des écosystèmes en relation avec d'autres écosystèmes, on se met nous en ordre de marche pour travailler sur des sujets concrets, opérationnels, pour voir quelles sont les difficultés qu'on peut peut-être anticiper ou pas, et qu'on puisse y répondre au moment où les choses se clarifient d'un point de vue géopolitique, qu'on soit prêt et qu'on ne se dise pas non, alors attendez, il faut qu'on arrive à travailler de façon opérationnelle maintenant. Donc voilà, ça c'était juste... Si je peux me permettre de rebondir sur cette idée des clubs des ports de l'IMEC, ça va au-delà des pays officiellement signataires. Là, vous voyez en assurer les pays candidats ou pertinents pour l'initiative. Et cette idée aussi, c'est de travailler à travers des groupes informels, en sorte des amis de l'IMEC, autour de réseaux portuaires ou de coalitions, voire aussi d'entreprises du secteur privé des différents pays. Juste avant le début de la guerre, donc il y a un mois, avec Gérard Mestralet, on était au Liban aussi pour explorer l'intérêt de la connectivité avec les ports de Beyrouth et Tripoli. Donc il y a plein d'options qui sont aussi à l'étude pour densifier ce réseau et travailler au bénéfice pour les différents hinterlands. On a 2 questions encore. Thomas Lamuller d'Afiloc. J'ai une question. On parle de ce projet, mais on voit qu'il y a des guerres partout. Alors, c'est pas réalistique d'être en train. Est-ce qu'il y a des alternatives, par exemple par le Kazakhstan ou par d'autres? Quelles sont les alternatives pour ouvrir le corridor indien, parce qu'on a besoin? C'était Thomas Steinmüller qui était sur 2 de mes débats hier, qui est un très très grand connaisseur de la logistique. Mais alors, je pense que je laisserai aussi mon voisin répondre. Alors, IMEC, c'est une partie en réalité. Il y a des voies. Alors, on va faire abstraction du contexte de guerre qu'on connaît depuis peut-être un mois, mais globalement, il y a des routes qui existent déjà. La partie maritime entre l'Inde et les Émirats ou autres. Et il y a certains segments qui sont complètement à construire. C'est la partie ferroviaire en Arabie Saoudite, comme je l'ai dit. Et bien sûr, vous avez d'autres corridors qui se développent en parallèle. Il y a le Development Road entre l'Irak, par exemple, et la Turquie. Il y a des corridors qui se multiplient, je dirais, à l'échelle du globe. L'IMEC, ce n'est pas forcément un projet pour demain. On est vraiment sur une vision long terme. Et c'est la raison pour laquelle, indépendamment de la guerre à Gaza, et on va dire indépendamment du contexte aujourd'hui de la guerre avec l'Iran, on reste mobilisé pour structurer ce réseau qui est fait pour les prochaines décennies. Donc voilà, c'est vraiment une vision long terme, mais pas du tout dans une solution d'urgence. Carole Bermond. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est l'adaptabilité de ce réseau, le potentiel d'adaptabilité. On voit qu'arriver en ce moment à Haïfa pour après aller en Arabie Saoudite, c'est peut-être pas idéal. Le fait qu'on puisse éventuellement en avoir en alternative à Alexandrie en Égypte, ça évidemment, c'est très intéressant. Donc de toute manière, on le sait, la géopolitique fait qu'il faut être extrêmement flexible, s'adapter en permanence. Et c'est l'esprit justement de ce projet, de pouvoir être flexible. Et selon les impacts géopolitiques, il n'y a pas eu une année sans qu'il se passe quelque chose sur les flux d'acheminement. Donc ça correspond bien à notre idée de flexibilité, d'adaptabilité face à tous ces enjeux géopolitiques. Oui, Olivia Yamal. en complément, et aussi Yamal va sûrement le dire, pour moi, la politique, ça doit tirer l'économie. Donc, ce corridor, il doit tirer nos entreprises, d'abord françaises, dans leurs échanges avec tous les pays qui sont sur le chemin. Donc, proposer des solutions ferroviaires, comme on l'a dit, et pas que. Et évidemment, renforcer quand même aussi la relation avec l'Inde, qui s'accélère depuis 2-3 ans, parce que le président de la République française et le Premier ministre indien, en dehors des aspects politiques, ont une bonne relation. Il y a effectivement l'aéronautique qui est en avant. Mais encore une fois, ça ne peut que progresser. Et on est en retard en termes de PME, comme d'habitude, par rapport aux Allemands et aux Italiens. Donc voilà, effectivement, pour le moment, c'est un peu bloqué. Il y a d'autres corridors qui existent. Mais moi, sous contrôle d'Ambre et d'Amal, pour moi, ce qui est important, c'est le port de Marseille, qui a plein de boîtes autour de lui dans l'industrie. Et c'est ça que je trouve beau.
Amal, pour terminer, après on prendra une dernière question, il faudra qu'on termine le débat. Je pense que tout a été dit. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans la difficulté, on le voit bien que ce soit les entreprises, les armateurs, les chargeurs, etc., tout l'écosystème dans sa globalité, les industriels, ils trouvent de la ressource, ils pensent leur schéma logistique. Donc, et ça, on l'a vu, et ça se fait dans un laps de temps très rapide. Parce que quand il y a eu la guerre qui a été déclenchée, immédiatement, les armateurs ont repensé d'autres corridors, d'autres chemins. Et je pense que effectivement, ce corridor, c'est une vision à long terme, mais qui est déjà un peu quand même en marche. Dernière question, madame. Bonjour à tous, Emmanuel Pascal, Société Maersk. En fait, vous avez partiellement répondu à ma question, c'était celle du planning. On parle de quoi? On parle de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, puisqu'il y a quand même des infrastructures à construire. J'ai entendu que l'Arabie Saoudite mettait un pied dedans, pas tout à fait. Donc voilà, c'est... De combien de temps on parle pour réaliser opérationnellement Alors, il y a des tronçons qui sont déjà opérationnels et en fait, je crois que vraiment l'IMEC, ça a fonctionné un peu en cluster. Je vais citer à 2 reprises Gérard Mestralet, il dit souvent que c'est le projet pour le 21e siècle, donc c'est vraiment à l'échelle de plusieurs décennies. Et il dit aussi que ce n'est pas un pont, c'est-à-dire que l'IMEC ne sera pas inauguré dans sa globalité un jour J. L'Inde et par exemple les Émirats ont mis en place une plateforme de digitalisation de toutes les procédures douanières pour le volet maritime. Donc ça renforce effectivement la fluidité. Donc il va y avoir plein d'initiatives et des projets selon les segments qui vont avancer plus vite que d'autres. Effectivement, le grand défi, c'est le segment ferroviaire. Enfin, grand défi à la fois peut-être technologique, mais aussi en termes de financement. Et si on pense à la capillarité de l'IMEC, effectivement, et qu'on pense à intégrer notamment le Levant, des pays qui ont été un petit peu plus fragilisés, pour lesquels il faut développer des infrastructures, on est au moins sur une échelle, je pense, de 10 ans pour voir la capacité maximale potentielle des hubs clés, je dirais Oman et la partie Levant qui est vraiment à renforcer également. Alors, très rapidement, un mot chacun. Si vous aviez un seul levier à actionner pour accélérer ce corridor, ce serait quoi comme levier? La paix. Voilà. La paix. Amal? J'aurais 2 mots, la paix et le partenariat. Le partenariat. Qui veut répondre? Carole? Non, la volonté saoudienne, elle va être absolument clé dans cette structure, mais on sait que les Saoudiens peuvent aller aussi très vite dans le déploiement, donc ça sera vraiment central. Ok. Pour moi, vive la relation franco-indienne. Merci beaucoup, on va terminer là-dessus. Merci, on peut les applaudir. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.